le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 13 mars. Perturbation de transport ce lundi à Kinshasa et pour cause, une grève de chauffeurs qui protestent contre la nouvelle tarification fixée par l'hôtel de ville. Un dossier approfondi sur cette tarification dans ce journal. Une réunion a eu lieu et pour éventuellement retoucher la nouvelle tarification. Et puis à l'international, le Gabon se distingue avec des revenus élevés des ressources naturelles, mais la pauvreté à son terrain. Une invitée dans ce journal, Sonia Kassengele, porte-parole adjointe du parti Action pour la République. Elle parlera de la pétition initiée par son parti contre la banalisation. Bonsoir à tous, bonsoir Sonia Kassengele. Bonsoir monsieur le journaliste. Vous êtes porte-parole adjointe du parti Agissons pour la République, dont l'initiateur n'est autre que le ministre d'État Guy Luando. Avec vous, nous parlerons de la pétition initiée par votre parti contre la balkanisation de la RDC. Je vous retourne tout à l'heure, mais d'abord, l'information. Un climat inhabituel s'est constaté ce lundi à Kinshasa. Les routes de la capitale étaient pleines de quinoa, mais presque sans transport en commun. En cause, la grève décrétée par les chauffeurs qui protestent contre l'arrêté signé par l'hôtel de ville, jugé moins réaliste par les acteurs du secteur de transport. Emi Kabea et Giscard Tamba ont été à la rencontre de quelques conducteurs de taxis. Suivez. Le transport en commun dans la ville-province de Kinshasa s'est fait rare dans la matinée de ce lundi 13 mars. Et c'est dans plusieurs arrêts de bus. Un grand nombre de conducteurs de transport public ont laissé leur véhicule dans le parking. Ils sont entrés en grève pour désapprouver les derniers arrêtés de la ville de Kinshasa portant fixation de prix de transport dans la capitale. Le chauffeur de Kinshasa pense que cette nouvelle grille a été prise sans tenir compte de leurs avis. Raison pour laquelle nombreux d'entre eux ont décidé de sécher les lieux de leur travail jusqu'à la régulation de cette situation. Grève Nabiso Liboso, et ça par rapport à la tracasserie à Unité ou Oudjana. Premièrement, c'est à cause des tracasseries des Oudjana. Deuxièmement, c'est à cause du carburant. S'il diminue le prix des carburants, nous aussi, nous allons baisser le prix du transport. Total par rapport à carburant. Ce carburant, Mati, transport fait matin. Donc, et ça par rapport à ministre du transport. C'est par rapport à la grille tarifaire du transport rédigée par le ministre des Transports. Ça ne correspond pas au prix de l'essence. Nous attendons qu'il modifie cette grille. Il faut dire que cet arrêté, bien que contesté, a été pris pour répondre aux cris d'alarme des acteurs du secteur de transport, suite à l'émiettement de leurs revenus dû à l'augmentation de prix de carburant sur les marchés. Programme de développement de 145 territoires, le comité de pilotage se réunit, ce vaste projet s'est réuni ce week-end dans une réunion présidée par le Premier ministre. L'objectif de cette rencontre était la présentation des avancées des travaux sur terrain par les agences en charge d'exécution au chef du gouvernement via différents rapports. Il ressort de cette réunion que les premières livraisons interviendront au mois d'avril. Suivez à ce sujet le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya à l'issue de cette réunion. Nous venons de finir 3 heures de réunion avec le Premier ministre dans le cadre du comité de pilotage. Comme vous le savez, depuis le 12 janvier dernier, le président de la République avait pris une ordonnance qui organise le programme de développement local de 145 territoires et nous avons eu l'occasion d'avoir le premier rapport des différentes agences et c'est franchement surprenant que vous dites que vous ne voyez rien. Ça veut dire que le volet de la communication n'a pas encore été bien perçu. C'est l'un des points sur lesquels nous avons discuté. Aujourd'hui, les agences ici représentées pourront brièvement
vous dire ce qu'ils ont déjà pu faire, mais les grands travaux ont déjà commencé. Il y a même des premiers ouvrages qui pourront être livrés dès les mois prochains. Il s'agit principalement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. On a beaucoup discuté sur les routes des dessertes agricoles. Il y a 38 000 qui doivent être faits dans le cadre de ces projets. Là aussi, il y a des premiers acomptes qui ont été versés par le gouvernement. On a discuté de l'interconnectivité de ces routes avec les routes d'intérêt provincial et même d'intérêt national. C'est dire que tous les pays est en chantier et dès la semaine prochaine, vous pourrez avoir tous les détails sur les images, sur les travaux qui est fait à la fois par le Bureau central de coordination, CFF et PNUD. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un outil qui est en cours de préparation et qui est d'ailleurs déjà prêt, qui permettra aux Congolais, partout où ils se trouvent, de faire le suivi de chaque projet déployé dans chaque territoire. Et nous serons dans les détails. Si vous voulez savoir les niveaux d'exécution de travaux de construction d'une école, des centres de santé ou d'une route des dessertes agricoles, vous serez en mesure, derrière votre téléphone, d'être... Construction du port en eau profonde de Banana, le président de la République Félix Tshisekedi a salué les avancées enregistrées dans le cadre de l'exécution de la convention de collaboration portant concession d'un service public pour ce port. Il a par ailleurs rappelé au ministre des Infrastructures et Travaux publics qu'à la date butoir du 30 mars 2023, les travaux proprement dits des constructions de ce prestigieux ouvrage devront débuter. Suivrez à ce propos, encore une fois, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, dans cet extrait choisi par Jojo Moulamba. Le président de la République est de nouveau revenu sur les avancées enregistrées dans le cadre de l'exécution de la convention de collaboration portant concession d'un service public sur le port en eau profonde de Banana. Il a indiqué que la condition suspensive relative au terrain a presque atteint son point d'achèvement, puisque les lots de parcelles occupés par des personnes privées a été libérés à 96,3%, en passant par des phases d'expropriation, d'indemnisation, d'évacuation du site depuis décembre 2022. Il a aussi noté que sur les autres points abordés dans une de ses communications précédentes, des progrès ont été accomplis. Il a rappelé pour ce faire au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, assisté des membres du gouvernement concernés directement par ce projet, qu'à la date butoir du 30 mars 2023, les travaux proprement dits de construction de ces prestigieux ouvrages devraient débuter. De même, le président de la République a encouragé les concessionnaires Dubai Port World de tout mettre en œuvre pour réaliser et rendre opérationnelle cette nouvelle porte d'entrée maritime de notre pays. Le ministre de l'Industrie séjourne à l'est de la République où il est arrivé pour une mission officielle. Aussitôt arrivé dans la ville de Goma, Julien Paluku est allé à la rencontre du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. Après cette étape, Paluku a pris la direction de Butembo où il a procédé ce lundi à la remise du statut de zone économique spéciale à un aménageur basé à Moussienene, site situé dans le territoire de Lubero, à 12 km de la ville de Butembo. Dieudonné Bonali. De l'industrie séjourne à l'est de la République où il est arrivé le dimanche 12 mars dans la journée pour une mission officielle. Aussitôt arrivé dans la ville martyre de Goma, Julien Paluku Kaonga est allé présenter ses civilités au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima Kongba. Après cette étape, le warrior Paluku a pris le même jour la direction de Butembo, où il a procédé ce lundi 13 mars à la remise du statut de zone économique spéciale à un aménageur basé à Moussienene, site situé dans le territoire de Lubero, à 12 km de la ville de Butembo. Toutes les entreprises qui vont s'implanter dans cet espace de Moussienene seront exonérées pendant 5 ans des impôts et taxes, a fait savoir Julien Paluku, ministre de l'Industrie, avant de procéder à l'inauguration officielle de la première usine de fabrication d'eau potable en bouteille construite sur ces sites. Il est établi que l'armée rwandaise fait des incursions au Nord Kivu. C'est la conclusion de Nicolas de Rivière, le représentant de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, a clairement pointé du doigt Kigali pour son rôle et son soutien au M23. C'est en quelque sorte la conclusion de 3 jours de travail en RDC.
Les représentants du Conseil de sécurité ont promis de continuer de faire le plaidoyer pour le retour de la paix en RDC. Suivez Nicolas de Rivière et Michel Biang. Ils sont respectivement représentants de la France et du Gabon au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire que la présence du M23 n'est plus à démontrer, elle s'étend, et troisièmement, il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu, et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Nous avons eu des témoignages assez effroyables. Les besoins sont immenses, alors que le pays connaît 5,7 millions de personnes déplacées. Nous allons poursuivre notre plaidoyer à New York pour que l'aide par... Madame Sonia Kassengele, je vous retrouve. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjointe du parti AREP, Agir pour la République. Agissons pour la République. Agissons pour la République, autant pour moi. Nous venons de suivre les déclarations de membres du Conseil de sécurité qui ont été ici en RDC pour une mission de 3 jours. C'est en rapport justement avec la situation sécuritaire. Et en rapport toujours avec la situation sécuritaire, votre parti, Agissons pour la République, a initié une pétition contre la balkanisation. En quelques mots, parlez-nous un peu de cette pétition. Merci, monsieur le journaliste. Alors, notre parti, AREP, Agissons pour la République, nous nous sommes dit, nous n'allons pas rester les bras croisés, étant donné que notre pays est agressé. Alors, chacun doit faire sa part. Et AREP a cette vision, la vision du colibri, qui dit que chacun devra faire sa part. On n'attend pas que l'autre commence pour que nous puissions suivre, mais nous faisons notre part. Et c'est dans cette logique que nous nous sommes dit que nous allons mettre en place la signature d'une pétition pour interpeller, pour rappeler le peuple congolais, pour réveiller le peuple congolais. Au fait, c'est dans la même optique qu'on accompagne le chef de l'État qui ne cesse tous les jours d'interpeller le Conseil de sécurité par rapport à cette guerre, par rapport à cette attaque, ces terroristes qui nous attaquent à l'Est. Alors nous, le parti AREP, Agissons pour la République, nous nous sommes dit, nous allons faire notre part. Notre part, c'est quoi? C'est cette signature de la pétition dont nous avons initié. Dans la signature de la pétition, qu'est-ce que vous allez faire des signatures que vous allez récolter? Voilà, déjà nous allons récolter, le but c'est 100 000 signatures, au-delà de 100 000, comme c'est prévu dans la Constitution. Ce que nous ferons après la récolte de toutes ces signatures, ce que nous irons devant le Parlement, où siègent les représentants du peuple qui ont été élus pour représenter les peuples, nous irons devant les parlements pour remettre ces signatures-là, et ces signatures iront aussi auprès des Nations Unies pour montrer que le peuple congolais dit non à la balkanisation. Voilà, la balkanisation, le fameux mot qui est un peu d'actualité depuis beaucoup d'années ici en RDC. Vous dites que la guerre qui se vit en tout cas au Nord Kivu et parfois aussi en Ituri n'est pas une simple guerre, mais c'est un plan pour la balkanisation. Quels sont les éléments dont vous disposez qui vous permettent de dire ça? Écoutez, nul est sans ignorer que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de plusieurs années déjà, de plusieurs décennies. Et vous savez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est pleine de richesses. Et nous savons aujourd'hui ce que poursuit ce terroriste, ce sont toutes ces richesses-là. Et nous savons que la finalité, c'est cette balkanisation, c'est ce partage où on veut diviser le Congo pour que nos détenteurs puissent s'en approprier. Et en tout cas, on ne va pas se masquer le visage, on ne va pas passer derrière les choses, mais on dit les choses ouvertement que le Rwanda nous agresse avec pour finalité la balkanisation pour pouvoir profiter de nos richesses. Voilà.
Voilà, c'est ça les éléments dont vous disposez pour dire ça. Est-ce que vous rencontrez un écho favorable vis-à-vis de la population? Est-ce que les gens se sont appropriés de cette initiative? Vous êtes journaliste. J'imagine qu'avant de poser cette question, vous avez quand même les échos. Et la pétition est très bien reçue, très très bien alors, parce que déjà, ça ne fait que quelques jours que nous avons lancé dans la ville-province de Kinshasa. Avec les temps, nous allons descendre dans différentes provinces, notamment à l'est, à Bukavu, Goma et partout ailleurs, dans le centre et tout. Mais déjà, nous pouvons vous dire que nous avons déjà récolté bon nombre de signatures et la population signe sans hésitation. Ils sont vraiment en train de nous accompagner par rapport à ça, parce qu'on s'est rendu compte que le mot d'ordre du chef de l'État, il a cogné le poing sur la table, ça voudrait dire il a demandé à ce que le peuple congolais se réveille, et on a senti que le peuple congolais est debout par rapport à cette balkanisation. Sonia Kasengele, porte-parole adjointe du parti Agissons pour la République, je vous retourne tout à l'heure. On poursuit avec ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a encouragé le gouvernement à ne ménager aucun effort en vue de la concrétisation de la croissance économique à 8% en 2023, tel que projeté par le service du Fonds monétaire international. Ce dernier l'a fait savoir au cours de la 90e réunion du Conseil de ministres. Voldikenyi. Contexte économique difficile, marqué notamment par la poursuite de la crise russo-ukrainienne et l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a encouragé le gouvernement à ne ménager aucun effort en vue de la concrétisation de la croissance économique à 8% en 2023, tel qu'est projeté par les services du Fonds monétaire international. Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a fait savoir au cours de la 90e réunion du Conseil de ministres tenu vendredi le 10 mars 2022. D'après le président congolais, les stratégies proposées par la Banque africaine de développement, qui du reste s'alignent sur les actions du gouvernement congolais, devraient aider les pays à atteindre cette ambition. Dans son rapport, la BAD suggère la poursuite de la mise en œuvre accélérée des réformes structurelles visant à renforcer l'industrialisation du secteur privé soutenu par le gouvernement dans des secteurs clés tels que l'agriculture et l'agro-industrie, les transitions énergétiques intelligentes face aux dégradations climatiques, les développements de chaînes de valeur de ressources naturelles, en particulier celles de minéraux, comme moyen pour accélérer la croissance économique de la République démocratique du Congo. Malgré l'insécurité endémique qui sévit dans la partie est du pays, la République démocratique du Congo a toutefois réalisé une belle percée économique en 2022 dans la région de l'Afrique subsaharienne. Voilà donc, si vous nous rejoignez, vous êtes en direct Géopolis Télévision, le journal de grande édition. Nous avons donc l'honneur de recevoir ici Sonia Kasengele, porte-parole adjointe du parti Agissons pour la République. Et donc, nous parlions de cette pétition. C'est vrai que vous attendez de l'Assemblée nationale qu'elle fasse, entre guillemets, du bruit pour que la communauté internationale agisse. Mais cette même communauté internationale, elle a été ici, pas plus tard qu'hier, à travers le Conseil de sécurité, qui a dit en substance qu'on ne peut pas tout attendre de la communauté internationale et que la RDC et les autorités doivent assumer, on va dire, leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Merci, monsieur le journaliste. Au fait, la mission du Conseil de sécurité est celle de faire régner la paix. Ça voudrait dire, lorsque deux pays, deux États sont en conflit, leur mission est de faire la médiation pour que les deux États puissent s'entendre. Nous avons vu cette même communauté internationale agir en Ukraine, lever le ton. Alors nous nous disons, étant membres de la communauté internationale, nous méritons le même traitement. Voilà pourquoi nous avons fait notre part. Le président de la République ne cesse de dénoncer tous les jours. Nous avons fait notre part et voilà maintenant à la communauté internationale de faire aussi sa part parce que nous sommes membres de cette communauté internationale et nous sommes un État souverain. Donc, raison pour laquelle nous en appelons, nous interpellons et nous ne cesserons pas de le faire, de demander à la communauté internationale d'intervenir au même titre qu'ils interviennent en Ukraine. Voilà, mais comment vous avez fait? J'étais curieux de voir la star Fally Ipupa signer cette pétition. Comment vous avez fait pour mobiliser cette star pour signer cette pétition?
Voilà, raison pour laquelle je vous ai dit que cette pétition est bien reçue au niveau de la population. Donc nous avons contacté la star Fally Ipupa, soucieux aussi que cette guerre prenne fin. En tant que compatriote, il s'est dit qu'il va donner sa signature, il va signer pour aussi dire non à la balkanisation. Au fait, c'est dans la même optique que nous irons auprès de différents leaders. Nous verrons le Premier ministre, nous verrons le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas les opposants? Parce que je veux rappeler ici, certes, cette pétition est initiée par le parti AREP, mais ce n'est pas notre pétition. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de tout Congolais, c'est l'affaire de tout patriote. Alors tout celui qui se dit compatriote, tout celui qui se dit soucieux que la guerre à l'Est prenne fin, tout celui qui se voit la RDC se rétablir dans ce droit comme État souverain, nous interpellons toutes ces personnes à signer. Nous irons même vers le président Fayoulou, nous verrons le président Jean-Pierre Bemba. Alors nous voulons mettre au-delà de tous nos différends, au-delà de tous nos clivages, nous voulons mettre tout le monde ensemble par rapport à cette affaire de la balkanisation qui est une affaire de tous et non une affaire d'AREP qui a initié. AREP n'est qu'un instrument qui a pensé initier cette pétition, mais nous en appelons à la conscience de tous. Voilà, au-delà de la pétition, quelle est la vision de AREP par rapport à la solution de la fameuse guerre? Est-ce qu'il faut continuer à combattre ou est-ce qu'il faut faire comme la fameuse communauté internationale demande aujourd'hui, négocier? Vous savez, c'est vrai, on doit négocier parce que c'est la diplomatie. Nous sommes censés, le Rwanda est un pays voisin. Nous avons plusieurs fois tenté de négocier, mais nous nous sommes rendus compte que le Rwanda n'a pas cette volonté de négocier. Le Rwanda veut nous marcher sur la tête, mais en tant que pays souverain, nous observons encore. Nous attendons le 30 mars, voir ce que la communauté internationale va décider. Au cas contraire, en tant que pays souverain, nous nous prendrons en charge. Très bien, Sonia Kassengele, nous sommes très contents que vous ayez répondu à notre invitation. Nous vous remercions pour cela. On espère que ce ne sera pas la dernière fois. Le gouvernement provincial de Kinshasa a un nouveau ministre des Finances, Jean-Tini Ngobila, a nommé Félicien Koulouta à ce poste en remplacement de Jean Ngoïmvunzi. Le nouveau ministre des Finances était DG de la Direction générale de recettes de Kinshasa. Certaines sources renseignent que la tête de Jean Ngoïmvunzi aurait été réclamée par Jules Alinguete, inspecteur général des Finances. La rubrique Femmes du jour s'intéresse aujourd'hui, mois de femmes oblige, à Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, une femme aux multiples casquettes au sein de l'ONU qui a travaillé dans plusieurs pays, notamment avec la fonction qu'elle occupe aujourd'hui, c'est-à-dire chef de la MONUSCO. Blaise Kouzola nous la présente. Bintou Keïta est une haute fonctionnaire et diplomate de l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle. Experte en résolution des conflits, Bintou Keïta est depuis janvier 2021 la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Elle a fait ses formations à l'Université de Paris 2, d'où elle est diplômée en économie sociale, puis à l'Université de Paris 9 pour l'obtention d'une maîtrise en administration et gestion des entreprises. Elle a commencé à travailler pour les Nations Unies depuis 1989 et a occupé plusieurs postes de responsabilité et de direction au sein de Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle au Tchad, en République du Congo, au Madagascar, au Cap-Vert, au Rwanda et au Burundi. En 2018, elle a quitté son poste d'envoyée spéciale conjointe adjointe pour la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, MINUAD en sigle. En 2019, Bintou Keïta est devenue sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique. Elle a donné une interview où elle évoque les avantages et les défis liés à l'intégration d'un plus grand nombre de femmes dans les opérations de maintien de la paix. En janvier 2021, elle a été nommée à la tête de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, au poste de représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, succédant à une autre femme, l'Algérienne Leïla Zerougui. Comme promis au sommaire, nous revenons sur cette question de transport
en commun, selon une mini-enquête réalisée par Géopolis. Des sources nous disent qu'une nouvelle grille de tarification publiée par l'hôtel de ville ne tient pas compte de la situation actuelle de barils de pétrole. Une réunion urgente s'est tenue ce lundi entre le ministre des Transports et l'association des chauffeurs du Congo pour un éventuel réajustement de la nouvelle grille. C'est le dossier de la rédaction réalisé par Enoch Kisei. Et depuis plusieurs mois dans la ville-province de Kinshasa et la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, le prix des transports en commun est également en train de vaciller. En hausse selon les heures et les circonstances, en baisse quand la circulation n'est pas dense. Les chauffeurs et receveurs de transports en commun fixent les prix de manière arbitraire, contraignant les usagers à payer les doubles, les triples, voire le quadruple du prix normal d'une course. Pour réguler les affaires dans le secteur, il existe une grille tarifaire officielle élaborée par le gouvernorat de la capitale. Celle-ci, devenue obsolète face aux nombreux changements sur le terrain, le gouvernement de la ville de Kinshasa a rendu public une nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun et les itinéraires officiels à parcourir sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Après notre investigation à la division urbaine des transports, où s'est tenue depuis l'avant-midi jusqu'au soir de ce lundi 13 mars, une importante réunion entre le ministère provincial des Transports et l'association des chauffeurs du Congo ASECO en sigle. Fort malheureusement, selon une source officielle qui requiert l'anonymat, une erreur s'est reproduite lors de la signature de cet arrêté. À l'en croire, l'actuelle grille tarifaire signée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, ne tiendrait pas compte de la nouvelle gestation du prix des carburants, raison pour laquelle une grève a été déclenchée dès ce lundi par les chauffeurs de l'ASECO. Ndoti pona nga na prix ya 700 fois batie 700 na ba 800. Est-ce que l'état y moko banque a ça la sous la petite coupure wana première question nga. Deuxième, est-ce que bango batie prix ya 700 fois. Est-ce que bakiti carburant te. Biso to somba 10 litres ya carburant na 29 000. Yebisanga siko na ba embouteillage oyo to même à tour ba 701 to ba noso na ba client ko ba 300 ba petit coupure ba sala raté. Or, le prix actuel de l'essence quitte de 2695 francs à 2855 francs pour 1 litre, alors que celui du gasoil revient à 2845 francs, alors qu'avant, il s'est vendu à 2685 francs congolais. Il faut donc trouver un juste milieu entre le ministère des Transports et l'ASECO, afin que le petit peuple ne soit pas victime de la bataille entre éléphants. Bon, biso ana rekande pe ministre alobaki pona mata transport ba chauffeur belé penda ba lelo bimité. Le ba chauffeur belé ba bimité musala penda za kilo fort. La population baza pour ça transport équité. Transport équité na moi c'est le chauffeur. Appelle quand peut l'état pas la pe carburant. Ata to goto na carburant. Soit que ça peut carburant pour le chauffeur ba la sous na raison té. Bon, biso to ko macha prité. Biso chauffeur a la idée naé. Aïe bisone belela magasin belela ipen ngana mo beleli ngaya ye esna belela ngana beleli ngana beleli batu bakoti puis ngana opesa prité. Actuellement, pour le bus, minibus et taxibus, les prix sont fixés tels qu'une course qui va du marché de la Liberté, Kingasani de Pascal et Kingasani Ansuka, à Mikonga Bibois 500 francs, Kinkole Commune 800 francs, Sele 1500 francs, Mikondo Bosawa 500 francs, Maluku 2000, Kissia 3000 francs, Doumi 5000 francs, Mongala 7500, Kingakati 4500 francs, Imbu 6500 francs, Fumunketo 8500 francs. Du marché central d'Izando à Kingasani Ansuka, 1000 francs pour la course, jusqu'à Njili, Sainte-Thérèse 800 francs, Massina Petro-Congo 800 francs, Delvaux 800 francs, Campus 1000 francs, Ipen 1000 francs, Matadi Kibala 1500 francs, Lemba 800 francs, Matete 800 francs, Marché Gambela 800 francs, Makala Nzungu 800 francs, Makala Ngunza 800 francs, Mboudi 1200 francs, de la gare centrale à Kingasani Suka 1000 francs, Kimbantseke 1200 francs, Njili Sainte-Thérèse 1000 francs, Matete 1000 francs, Lemba 1000 francs. Eu égard à ce qui précède, il faut retenir que 10% est ajouté à chacune des courses. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises.
Je l'annonçais en titre, le Gabon se distingue en Afrique par ses revenus élevés et ses abondantes ressources naturelles. Toutefois, environ un tiers de sa population vit dans la pauvreté qui se caractérise aussi par un taux de chômage conséquent d'au moins 22%, selon les données officielles. À quelques mois des élections, le ministre du Commerce et de Petites et Moyennes Entreprises, Yves Fernand Mafumbi, revient sur les mécanismes en œuvre pour encourager l'entrepreneuriat de jeunes. C'est un reportage de nos confrères d'Africa 24. Dans son rapport sur le nouveau cadre de partenariat pays du Gabon pour la période 2023-2027, la Banque mondiale situe le taux de chômage général à 22% et 38% chez les jeunes. Des observateurs estiment par ailleurs qu'entre 2017 et 2021, 16 721 emplois publics et privés ont été perdus au Gabon. En cause, le gel des recrutements dans l'administration publique, le non-remplacement des départs en retraite ou encore le recul de l'investissement public depuis 2017, mais aussi la crise engendrée par la pandémie du Covid-19. Pour faire face au fléau du chômage, le ministre du Commerce et PME propose une stratégie qui s'articule autour de l'entrepreneuriat. Nous avions pensé que la petite et moyenne entreprise, qui est la solution pour pouvoir répondre aux problèmes d'emploi des jeunes, parce qu'il faut aller à l'autonomisation des jeunes et à l'auto-entrepreneuriat des jeunes, il y avait 3 préoccupations qu'il fallait répondre. Première préoccupation, c'est la structuration de la petite et moyenne entreprise. Deuxième préoccupation, c'est l'accès au marché de la petite et moyenne entreprise. Parce que c'est elle qui crée la richesse, c'est elle qui crée l'emploi. Et troisième préoccupation, c'est l'accès au financement. Lancé dans une dynamique de diversification de son économie, le Gabon multiplie les initiatives en vue d'intégrer le plus grand nombre d'acteurs dans le tissu économique. Des initiatives en l'état du package social qui va bénéficier à au moins 100 000 micro-entrepreneurs, lesquels seront orientés vers des incubateurs, ambitionnant ainsi de structurer tous les secteurs d'activité. Nous avons pu mettre en place des instruments. Donc les incubateurs ont été mis en place, d'abord par le gouvernement et puis avec le soutien de l'Union européenne, où dans le cadre du programme CAP sur l'autonomisation des jeunes, il y a eu 9 incubateurs qui ont été mis en place. Ces 9 incubateurs vont aider à mieux structurer la petite et moyenne entreprise. Deuxièmement, il y a eu la maison de l'auto-entrepreneur qui a été mise en place. Tous ces outils concourent effectivement à pouvoir changer le logiciel mental de la jeunesse pour dire que ce n'est plus forcément la fonction publique qui est la solution, mais la solution, c'est aussi l'entrepreneuriat. À quelques mois du triple scrutin présidentiel, législatif et municipal, de nombreuses offres politiques ambitionnent de réduire considérablement le chômage. Un pari qui peut être gagné au regard de l'abondance des ressources naturelles du Gabon. Son emplacement stratégique, les perspectives qu'offre l'économie verte. Cependant, il faudra en amont restructurer l'offre de formation tant scolaire que académique qui doit s'harmoniser avec les besoins techniques et technologies réelles de ce pays d'Afrique centrale. Depuis septembre 2022, la production de brut au Nigeria, qui avait été régulièrement inconstante tout au long de l'année passée, n'a plus baissé. D'après le rapport de la Commission nigériane de réglementation du pétrole en amont sur les performances du secteur pétrolier, la production de brut du Nigeria a atteint un plateau de 1,3 million de barils par jour au terme du mois de février contre 1,2 million de barils par jour en janvier. C'est un reportage, c'est un commentaire plutôt de Jojo Moulamba. D'or noir au Nigeria a enchaîné un nouveau mois de hausse après janvier. C'est ce que révèle le chiffre publié par la Commission nigériane de réglementation du pétrole en amont, qui note tout de même que la production de brut du Nigeria a atteint un plateau de 1,3 million de barils par jour au terme du mois de février, contre 1,25 million de barils par jour en janvier. Un volume qui aurait rapporté à l'État environ 51,16 milliards de naira, soit 110 millions de dollars américains, en prenant en compte le prix de Brent en février qui oscillait autour de 82,3 $ le baril. Depuis septembre 2022, la production pétrolière du Nigeria a continuellement augmenté, une embellie régulière attribuée à différentes mesures prises par l'État pour réduire le vol de brut résultant du vandalisme des installations de production. Pour cette commission, ce chiffre devra continuer d'augmenter au fur et à mesure que de nouvelles mesures seront introduites et maintenues pour supprimer toutes les connexions illégales qui favorisent le vol de pétrole brut.
Pour rappel, des puits pétroliers qui avaient été mis hors service ont été relancés au mois de février dernier par les autorités du pays. Cette initiative s'est inscrite dans le cadre de travaux de l'État pour accroître aussi bien l'étendue de réserves pétrogazières exploitables que la production d'or noir elle-même. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Les journaux parus dans la ville ce lundi 13 mars 2023 se sont beaucoup plus apaisantis sur la mission du Conseil de sécurité en RDC du 9 au 12 mars 2023, mais aussi de la situation sécuritaire en général. D'abord, Géopolice Hebdo a titré à sa manchette « La Cour des comptes se mobilise contre la gestion en mode d'urgence ». Au journal d'écrire, en plus de 35 ans d'existence, la Cour des comptes n'a jamais organisé des rentrées judiciaires pour lancer une année de travail. Pour ce qui est de la gestion des fonds publics, l'auteur de l'article a écrit que cette institution appelle donc au respect de la chaîne des dépenses, ce qui permet au cheminement sain des dépenses et un bon contrôle de la procédure. Pour ce qui est de la mission onusienne en RDC, Forum des As titre « Après la mission du Conseil de sécurité, les taux se resserrent autour du Rwanda, pays agresseur de la RDC ». Le journal de l'Unité indique en outre, devant la presse à Goma, deuxième étape de cette mission, les ambassadeurs Michel Biang du Gabon et Nicolas Rivière de la France, les chefs de cette délégation, ont confirmé toutes les affirmations contenues dans le rapport de l'ONU sur l'implication de l'armée rwandaise dans la guerre de l'Est de la RDC. Concernant les sanctions que la République démocratique du Congo attend de la communauté internationale contre le Rwanda et le M23, l'ONU n'exclut aucune éventualité. Titre le journal L'Avenir. Les sanctions sont un levier d'action du Conseil de sécurité et il y a bien d'autres, dit Michel Biang. À lui de poursuivre, nous voulons ici envisager toutes les éventualités possibles dans l'objectif de ramener la sécurité et la paix par rapport aux aspirations du peuple congolais à la paix et à la dignité, écrit le journal L'Avenir. Guerre de M23, l'ONU privilégie le dialogue Lance Congo Nouveau. Selon les tabloïds, plusieurs accords ont déjà été conclus depuis la reprise des guerres entre les rebelles du M23 et les éléments de FARDC. Tous ces accords, poursuit le journal, de Luanda à Bujumbura en passant par Nairobi et Addis Abeba, aboutissent à une conclusion selon laquelle les négociations restent la voie qui pourrait ramener la paix dans le Nord Kivu. Une thèse évoquée par un membre de cette délégation, le représentant français, qui prévient qu'il ne faut pas attendre des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique. Pour lui, il faut une négociation. La tempête des tropiques signale que face à la situation sécuritaire, un contingent angolais entre en lice. L'Angola a annoncé l'envoi en RDC d'un contingent de soutien aux opérations de maintien de la paix appartenant aux forces angolaises avec pour objectif de sécuriser les zones où sont stationnés le M23. Autre chose qui a intéressé la presse ce lundi, c'est la dernière réunion du comité de pilotage du programme de développement local de 145 territoires. La livraison des premiers travaux attendus dès avril 2023 indique la prospérité. Le quotidien de Montfleury signale qu'il ressort de cette réunion que les grands travaux ont déjà commencé et les premiers ouvrages pourront être livrés dès avril prochain, constitués des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs. Géopolice Hebdo revient à la charge et reprend la séquence où le porte-parole du gouvernement a affirmé que le volet communication de ces travaux n'est pas bien perçu, alors qu'il répondait à la presse sur la visibilité de ces travaux qui posent problème sur terrain. Fin de cette revue de presse, un autre rendez-vous est pris très prochainement. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rapport des différents titres. Perturbation du transport ce lundi à Kinshasa et pour cause une grève des chauffeurs qui protestent contre la nouvelle tarification fixée par l'hôtel de ville. Un dossier approfondi sur la tarification a été diffusé dans ce journal. Et puis à l'international, vous l'avez suivi, le Gabon se distingue avec des ressources naturelles, mais la pauvreté est encore son point. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolice Télévision.